aujourd'hui, il y a un phénomène aussi que l'on voit, c'est que les femmes aussi sont des gens du voyage. Et donc, comment effectivement, sur ces routes, l'expérience est vécue selon que l'on est une femme, un jeune ou un moins jeune, ça aussi, c'était important à traduire. Bonjour et bienvenue dans l'État Afrique. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur le plateau Bamba Ndaye. Bamba, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Bonjour Jackie et merci de votre invitation. Vous êtes écrivain autour du livre Soleil invincible, publié chez les éditions Présence africaine. Alors, j'allais dire un premier roman, mais ce n'est pas du tout vrai, en fait. Un roman ambitieux dans lequel vous racontez l'expérience africaine à travers des thèmes comme l'exil, l'immigration, le deuil et la quête de dignité et d'identité. Alors, l'histoire se construit autour du personnage principal, donc Draman, qui est jeune étudiant et qui va être expulsé de Cézanne, donc ce qui est un pays fictif, mais que nous, on voit immédiatement que c'est un pays un peu européen, et va devoir donc retourner vers son pays natal. Donc, comment est-ce que vous avez l'inspiration pour ce livre? D'où vient cette inspiration, cette idée? Je pense que la littérature a pour ambition de mimer, voire de saisir la vie, d'essayer de comprendre ce qu'il se passe, et peu importe le prisme par lequel on passe. Et effectivement, ici, on a pris le parcours de Draman, qui est un parcours, effectivement, qui n'est pas autobiographique, déjà dit d'emblée, mais qui est un parcours qui est fait d'observation, de sujets, de débats, de société. Et je pense que avoir pris le pouls de la société, avoir beaucoup observé et surtout avoir essayé de savoir ce que signifient les traumatismes et comment les gens les vivent, c'est cela en fait qui a été le moteur ou le déclencheur de cette histoire. Vous avez pris 10 ans pour écrire ce livre. Alors, quand on prend autant du temps pour écrire un livre, comment ça change notre rapport à l'écriture et aussi aux personnages? C'est ce que j'appelle l'écriture à la cuisson douce. Vous voyez, c'est une écriture qui n'est pas du tout une écriture extérieure dans un premier temps, parce que c'est une écriture qui vous prend par les tripes, c'est une écriture qui vous amène à vous interroger en tant qu'auteur, mais avant tout en tant que personne, parce que vous voyagez, et dans ce sens, vos personnages finissent par devenir vos compagnons, voire vos amis. Ce sont des gens que vous croyez connaître, au point où le moment où il arrive que vous devez lâcher le texte, vous êtes comme frappé d'un deuil, parce qu'il y a du vide, et tout d'un coup, des voix qui étaient des voix intimes, des voix confidentielles, viennent maintenant dans l'espace public, et vous êtes en quelque sorte triste de lâcher ce texte. C'est ça qui est vraiment frappant, c'est qu'il y a une écriture intime qui se construit non seulement à travers de la perception de Draman, mais en fait de plusieurs personnages. Pourquoi vous avez choisi en fait cette choralité, cette polyphonie, au lieu de raconter l'histoire juste avec la voix de Draman? Pourquoi tous ces personnages? Son père qui est aussi par les lettres mortes, par exemple, c'est sa mère, des copains, des membres de la famille. C'est presque comme du théâtre pour moi. La question est excellente et la comparaison au théâtre aussi, elle est bienvenue, et ça me réjouit beaucoup parce qu'il y avait cette ambition-là. Je pense que quand effectivement on met autant de temps, ce n'est pas pour venir faire quelque chose qu'on aurait pu faire en 2 mois ou en 2 ans ou en 3 ans. Donc il y avait une raison, et une de ces raisons, c'était justement d'avoir une écriture exigeante, c'est-à-dire une écriture qui sort des sentiers battus, une écriture qui sort de la paresse ou de la facilité tout court. Et je pense que le fait d'avoir une polyphonie, en tant qu'auteur, cela nous pousse à aller chercher dans nos dernières réserves, parce que cela signifie non seulement se dédoubler, se tripler, mais se multiplier par autant de voix. Et donc,
on n'est qu'une personnalité, on n'est qu'un individu, mais on doit donner sa voix, ou du moins on doit prêter sa plume à une multitude de personnes, et cela doit se faire aussi en toute justice. Qu'est-ce que j'appelle de la justice envers ces personnages? C'est de ne pas les bâcler, c'est de ne pas en faire des caricatures, et c'est de les rendre crédibles. Donc le fait d'avoir cette polyphonie en termes d'écriture, c'était avant tout essayer en tant qu'auteur de voir est-ce qu'on est capable d'être ou d'incarner la voix d'un enfant? Est-ce qu'on est capable d'incarner la voix de la personne qualifiée de désaxée? Est-ce qu'on est capable de traduire la tendresse d'une mère? C'est justement sur ce note que je voulais poser mon prochaine question sur les personnages féminins, parce qu'elles sont très nombreuses dans le livre. C'était important pour vous alors de mettre en valeur ces perceptions féminines? Là encore, c'est une question très bienvenue parce que c'était nécessaire, c'était indispensable. Je pense que la femme fait partie de notre vie, la femme fait partie, à juste titre et au même titre que toute autre créature. Et cela fait que ça ne doit même pas surprendre qu'on donne la parole à autant de femmes, ou en tout cas qu'elles s'expriment. Et de l'autre côté, c'était nécessaire parce que c'est des personnalités en fait. Et donc, je ne pense même pas qu'en tant qu'auteur, j'ai vraiment mon veto par rapport à ce que ces personnalités disent ou ce qu'elles incarnent. C'est des gens que j'ai invités dans la maison et qui finalement m'ont fait comprendre qu'elles n'étaient pas des invités, elles étaient là et elles triomphaient, ou elles étaient des souveraines dans ce texte, et tant mieux d'ailleurs. Oui, c'est vrai, parce que souvent dans ce genre d'histoire où il s'agit très souvent des hommes qui font le voyage, donc physique, n'est-ce pas, on a tendance à oublier les femmes qui sont restées à la maison parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir de partir, parce que ce n'est pas à elles peut-être de partir, mais ça ne veut pas dire que leurs expériences ne sont pas du tout aussi importantes. Non seulement ce sont elles parfois qui effectivement attendent, et d'ailleurs je crois que Fatou Diom avait écrit un roman sur ça, celles qu'ils attendent, mais aujourd'hui il y a un phénomène aussi que l'on voit, c'est que les femmes aussi sont des gens du voyage. Et donc comment effectivement sur ces routes l'expérience est vécue selon que l'on est une femme, un jeune ou un moins jeune, ça aussi c'était important à traduire. Alors, le soleil est très présent dans votre livre. Évidemment, c'est le titre Soleil invincible. Et il y a beaucoup de métaphores autour du soleil, la lumière. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, le soleil? C'était encore une fois une question de nécessité, parce que je sais que d'emblée, les gens peuvent penser à Soleil des indépendances de Ahmadou Kourouma. J'aime bien le clin d'œil, mais ce n'était pas ça la motivation première. Ici, il faut savoir que quand on écrit, surtout parfois sur des sujets difficiles, on ne veut pas étouffer les gens dans leur réalité. Et on ne veut pas aussi que les gens soient réduits à une réalité douloureuse. Donc l'écriture ici a un effet qui est plus même que de catharsis, mais qui a un rôle performatif, c'est-à-dire qu'on écrit pour faire advenir. Et je pense qu'en utilisant des métaphores aussi puissantes, c'était aussi une façon effectivement d'affirmer une dignité, une façon de dire qu'aujourd'hui on sillonne dans des difficultés, mais que ces difficultés, on a appris à les dompter, et mieux, on a appris à s'en affranchir. Et donc, je pense que la métaphore du soleil ici symbolise quelque chose comme de la puissance, mais pas de la puissance juste téméraire, mais cette puissance avec beaucoup de retenue. Et je pense que peu importe la page que l'on prend dans ce texte, peu importe la difficulté que l'on prend, on se rend vite compte qu'on n'est pas dans le pathos, on est dans une certaine forme de lucidité, mais une lucidité que l'on essaie toujours de dépasser, ou en tout cas par une forme d'incarnation ou d'affirmation. Et moi, je pense que c'était très essentiel d'avoir cela. Ça rend aussi universelle l'expérience. Et je pense que ça, c'est important dans votre livre, cet universalisme, parce que vous consacrez, vous ne situez pas Dramane, par exemple, dans un pays réel. C'est très important. Il y a aussi tous ces termes presque science-fiction que vous utilisez pour justement évoquer votre vision de l'Afrique, de l'expérience des Africains, africaines. Et cela, c'est l'autre grosse problématique, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, et parfois par facilité, les gens ont tendance à vous dire « Ah, vous êtes un écrivain africain
africain, ah, vous êtes un écrivain sénégalais. Alors que, effectivement, ce marquage culturel ou ce marquage de départ est essentiel parce qu'on écrit toujours de quelque part. Mais du moment où on écrit aussi, notre ambition est de pouvoir faire en sorte que toute autre personne, peu importe où elle se trouve dans ce monde, puisse s'identifier à l'expérience que l'on décrit. Et donc, c'était plutôt un acte de générosité que d'élargir ces territoires fictifs, de sorte qu'aujourd'hui, la personne qui se trouve au Bangladesh puisse s'identifier à Draman, que la personne qui se trouve à Texas ou au Texas puisse s'identifier à Draman, que la personne qui est restée au Sénégal ou au Burkina ou au Cameroun puisse s'identifier. Et je pense que c'était cela aussi, ce travail d'inclusion dans l'universalisme, et je suis content aussi que vous ayez relevé cet effort-là. Notamment quand on regarde ce qui arrive aujourd'hui dans l'actualité, notamment aux États-Unis, je pense qu'il y a vraiment quand même une pertinence qui sort de ce livre. Alors, j'avais une question sur la fin, parce que c'est comme un fin optimiste. Est-ce que c'est important pour vous que la littérature soit optimiste quand on travaille sur des sujets qui sont souvent douloureux? Je pense que ça dépend de la personnalité de l'auteur. On écrit parfois aussi avec son propre vécu, ses propres expériences. Et moi, je pense que, de manière générale, je respecte l'optimisme et je respecte aussi les gens qui ont une plume plutôt douloureuse, parce que peut-être qu'ils ont leurs propres raisons. Mais en tout cas, pour ma part, moi, j'estime que la littérature doit effectivement créer du dépassement. La littérature doit nous appeler à aspirer à quelque chose, à nous élever. Et cette élévation, elle n'est pas juste dans la langue, dans la façon de créer, mais elle est aussi dans la façon de raconter, parce que c'est une sorte de conversation, on converse avec le lecteur, et je tiens beaucoup à ce que le lecteur, au sortir d'un roman, ne soit pas seulement bousculé, ne soit pas seulement enchanté, mais qu'il puisse aussi sentir qu'il a grandi au cours de la lecture. Et l'optimisme, ou en tout cas cette façon de ne pas convaincre forcément, mais en tout cas de lui dire qu'il est possible de voir le monde autrement que par la douleur, autrement que par la difficulté. Et surtout, il est possible de voir et de respecter qui l'on est et d'en être fier. Cela est possible, et je pense qu'en ce sens, la littérature peut effectivement contribuer à la fierté d'appartenance. J'ai une dernière question que je viens d'oublier, qui était liée quand même à cette question. Alors, qu'est-ce que c'était? Parce que... Non, sinon on avait tout fait. Ah oui, voilà. Vous écrivez, alors, vous avez défini votre littérature dans une interview avec le BBC comme une littérature de lutte. Qu'est-ce que vous voulez vous dire pour ça? C'est une littérature de lutte parce que quand on écrit, on a aussi la liberté de choisir les sujets ou de choisir ses obsessions ou ses combats. Et moi, j'ai une plume quand même qui est très politisée, du fait aussi de mon parcours, du fait de mon vécu. Et je pense que donc, les situations politiques, parfois, effraient les auteurs, ils s'en méfient et ils ne veulent pas. Alors que moi, ces situations politiques, même compliquées, même belles, sont des sortes de matériaux pour moi, et je pense que mon écriture est bien à la croisée de la mémoire, des sciences sociales, de l'histoire, et je pense que ce sera une littérature de lutte, une littérature qui non seulement répond à la question existentielle de qui est l'homme, qu'est-ce que c'est que la vie, mais une littérature aussi qui dit que je suis capable de saisir les problèmes que nous vivons aujourd'hui et d'y apporter des réponses, ou du moins une certaine idée de réponse. Super. Merci beaucoup, Bamba Ndaye, d'être venu aujourd'hui pour cette interview inspirante sur votre livre Soleil invincible, publié chez les éditions Présence africaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jackie. J'ai été très contente de partager. Je suis bien contente. Et merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.